Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Occupy, Indignados, mouvements sociaux et gouvernements populistes. La crise financière de 2008 a remis en cause les principes de fonctionnement des sociétés démocratiques capitalistes. Des citoyens européens révoltés et de plus en plus sceptiques ont rejoint des vagues de protestations extrêmement importantes au cours des dernières années. Les gouvernements de divers pays ont ainsi été confrontés non seulement aux défis de la crise en elle-même, mais également à l'intensification des manifestations d'insatisfaction de l'électorat, à l'encontre des solutions avancées comme des sorties possibles de cette même crise. Suite aux mesures d'austérité prises dans de nombreux pays, l'Europe a connu une montée en puissance des manifestations de protestation, ainsi que des expressions populistes. En Europe de l'Est, les observateurs ont assisté à une hausse de la mobilisation sociale et à la redécouverte d'un certain esprit civique. En même temps, l'idée que l'intégration européenne accompagnait la consolidation démocratique des pays post-communistes était une fois de plus problématisée, et une tendance de dérive autocratique au sein de cette région semblait se dessiner. Dans ce contexte, la Hongrie et la Roumanie sont des cas extrêmement intéressants pour mener une recherche sur ces phénomènes. Les deux pays se sont éloignés du chemin de la consolidation démocratique et ont été frappés par des vagues successives de protestations, ainsi que par de nouvelles formes de mobilisation sociale. Comment se présente la situation des deux pays de ce point de vue ? Jusqu'à la vague de protestations contre les mesures d'austérité de l'hiver 2011-2012, les seules mobilisations d'ampleur nationale, en Roumanie, ont été les minériades du début des années 1990, initiées par la politique institutionnalisée. Si les minériades ont été le résultat d'une continuité d'activisme et de militantisme, avec une longue histoire de protestation, les événements des dernières années sont portés par une nouvelle génération d'activistes post-communistes. En 2011, les manifestations contre les mesures d'austérité dénonçaient la précarité sociale et l'accroissement de la pauvreté, et réclamaient la moralisation de la vie publique. Ces actions de protestation ont été généralement perçues comme un choc, dans ce pays où la société civile semblait frappée d'apathie, affirme le quotidien Le Monde. Ces protestations contre les mesures d'austérité coïncidaient, temporellement, avec d'autres mouvements en Europe et aux États-Unis, notamment ceux des Indignados ou des versions locales régionales du mouvement Occupy, en suivant l'original de Occupy Wall Street. Malgré des similitudes avec les mouvements ouest-européens, nés à la suite de la crise financière, d'importantes différences peuvent être remarquées. Outre le fait qu'il s'agit d'un mouvement plutôt populaire, qui ne résulte pas de l'action préméditée d'un groupe d'activistes, on constate d'autres différences au niveau programmatique, notamment l'absence d'une rhétorique anticapitaliste. Le discours idéologique contre la mondialisation a été peu développé, tandis que florissaient des demandes plus concrètes, dirigées contre les autorités politiques, ce qui amène Nicolescu à comparer les protestations contre les mesures d'austérité en Roumanie aux révolutions des couleurs, surtout en Ukraine, et au printemps arabe, plutôt qu'aux éruptions de protestation qui surgissent à la même période à l'ouest. La raison de cette proximité entre les protestations en Roumanie et celles en Ukraine, en République de Moldavie, ou dans les pays du Maghreb, et la distance avec les équivalents de Occupy ou Indignados, résulte selon cet auteur d'une corrélation entre un même niveau de démocratisation et les formes de protestation. Un autre mouvement apparu en août 2013, la mobilisation contre l'exploitation des mines d'or de Rosia Montana, a réussi à rassembler le plus grand nombre de manifestants que l'histoire récente des mouvements sociaux roumains n'a jamais enregistré. L'événement a fait les titres, parmi d'autres, du journal Al Jazeera, où un article de novembre 2013 explique que la mobilisation de Rosia Montana est la plus grande depuis la Révolution. Comme dans l'article du Monde sur les manifestations anti-austérité, celui d'Al Jazeera souligne le fait qu'il s'agit de protestations émises par des jeunes souvent considérés comme apathiques et individualistes. En partie inspirés par les mouvements de Occupy de l'automne 2013, une foule peu probable pour une manifestation en Roumanie,
un mélange coloré de jeunes et de personnes hautement éduquées semble s'être réveillé. Il faut souligner que le mouvement de Rosia Montana est le fruit d'un activisme de base, grassroots activisme, vieux de plus de 15 ans, qui a su transcender son cercle militant traditionnel, notamment des anciens écologistes ainsi que des paysans de la région, et son implantation locale, avec un foyer principal sur la région de Rosia Montana, pour se déplacer et s'étendre peu à peu à toute la Roumanie, en particulier à Bucarest. Dans ce contexte, la presse internationale l'a comparé au printemps arabe, parfois même en l'appelant l'automne roumain. Comme dans le cas des protestations contre les mesures d'austérité, le mouvement de Salvati Rosia Montana a été perçu par les médias ainsi que par les activistes comme un événement exceptionnel au regard du niveau de la mobilisation, qui tranche avec la faible implication civique dans la Roumanie post-communiste. Plus loin dans le passé récent, une autre mobilisation a eu lieu. En avril 2008, la Roumanie a accueilli le 20e sommet de l'OTAN, le plus important dans l'histoire de l'organisation. Considéré par les autorités roumaines comme le plus grand événement de politique extérieure jamais organisé en Roumanie, et à ce titre largement célébré par les affaires étrangères et par une grande partie des médias généralistes, le sommet a également été la cible d'une mobilisation sociale de petite échelle. Il est remarquable qu'un petit nombre de personnes ait participé activement à toutes les protestations mentionnées, organisant les événements et mobilisant les participants. Il s'agit ici d'activistes, dont l'âge varie entre 28 et 40 ans, bien éduqués, issus de milieux politiques divers, qui se connaissent entre eux et qui s'identifient comme la première génération d'activistes. Parfois, on peut se battre pour une cause commune, mais tes points de vue sont complètement différents de l'autre. Mais c'est ça la Roumanie en ce moment. Nous cherchons tous à trouver notre chemin, les choses ne sont pas très claires pour l'instant. La scène militante est très petite, je veux dire qu'elle est apparue au cours des dernières années. À bien des égards, nous étions comme des pionniers, comme si nous ouvrions les portes dans divers domaines de l'activisme, toujours faire le premier événement ou protester sur toutes les questions problématiques que nous percevions en Roumanie. Mais pourquoi ces acteurs se sont-ils perçus comme la première génération d'activistes ? Comment expliquer l'écart entre cette génération et les mobilisations sociales précédentes du début des années 1990. Un premier point de repère vient du développement politico-social du pays. La Roumanie connaît un changement de régime vers la démocratie. Pour la génération montante d'activistes, cette transition se caractérise par l'évolution d'un pays sans activité citoyenne publique et par une apathie conditionnée par le communisme, vers une plus grande effervescence de la société civile et une attitude d'une partie de la population plus propice à la revendication. La Hongrie a vécu une évolution différente depuis la chute du régime communiste. Si en Roumanie la mobilisation sociale peut prétendre à la nouveauté, dans un contexte caractérisé auparavant par une quasi-absence d'activisme civique et d'implication des citoyens, en Hongrie une scène de dissidence politique, vivant à l'échelle nationale et poursuivant des buts en phase avec les nouveaux mouvements sociaux de l'Ouest, par exemple sur les enjeux écologiques, existait déjà dans la phase prédémocratique. La dynamique de mobilisation sociale s'est pourtant affaiblie au fur et à mesure de la mise en place du nouveau régime démocratique et capitaliste. L'année 2006, 2 ans donc avant le début de la crise économique mondiale, marque de ce point de vue un tournant, suite à la diffusion d'un enregistrement dans lequel Ferenc Gyurcsány, le Premier ministre de la Hongrie entre 2004 et 2009, reconnaissait publiquement que son parti, le MSZP, Parti socialiste hongrois, avait délibérément menti à son électorat. Des protestations de grande échelle sont apparues et un processus d'indignation de la population visant la sphère politique institutionnalisée a débuté. Par la suite, le parti politique Fidesz, dont le leader est Viktor Orban et qui se présentait comme une alternative à la politique menée par les anciennes élites corrompues, est arrivé au gouvernement, discréditant en quelques années la légitimité que la Hongrie détenait jusqu'alors en matière de consolidation démocratique. Parallèlement, les observateurs ont pu noter une renaissance de l'esprit civique et de l'activité militante. C'est surtout la droite qui a su profiter de telles tendances, au travers de mobilisations en faveur du gouvernement Orban, de protestations anti-européennes ou critiques à l'égard de l'immixtion de l'Union européenne, UE,
dans des affaires nationales. La droite radicale, notamment le Jobbik, a bénéficié de ce climat. Mais c'est aussi l'opposition contre le gouvernement du Fidesz qui a regagné en force. Les manifestations de masse contre la taxe Internet, ou encore les protestations organisées par les réseaux étudiants ont non seulement fait la une de la presse de l'Ouest, mais ont également eu un caractère symbolique. Elles signifiaient en effet que les Hongrois redécouvraient leur esprit critique envers le système politique, les tendances de droitisation en faisant aussi partie, et manifestaient leur empressement de s'engager politiquement. Si ce mouvement d'opposition contre le Fidesz a pu bénéficier d'un soutien de la part des anciennes élites socialistes libérales, comme en Roumanie, une nouvelle génération d'activistes a vu le jour en Hongrie. Il y a eu une rupture générationnelle très importante. Je dirais que c'est une troisième vague. Dans les années 80, il y avait une forte vague anti-régime. Dans les années 90, il y avait cette élite basée à l'étranger ou à l'Ouest, qui a conduit ou soutenu des projets essentiellement libéraux, dirigés par Budapest, et la troisième vague, c'est nous, ma génération, basée à Budapest, donc aussi des intellectuels, qui ont été très inspirés par le mouvement altermondialiste. Ces activistes sont, comme en Roumanie, la première génération de manifestants post-communistes. Ce volume est ainsi dédié aux mécanismes de mobilisation sociale dans ces deux pays, dans un contexte de transition politique et de profonde transformation sociétale. Cette situation permet d'étudier la genèse d'une nouvelle culture protestataire, portée par une nouvelle génération d'activistes. Quelques caractéristiques générales propres à la Hongrie et à la Roumanie méritent ici d'être soulignées. 1. Au niveau institutionnel, on observe un développement de gouvernement que les élites de l'UE, ainsi que nombre d'analystes, qualifient de plus en plus d'autoritaire. 2. Au niveau de la mobilisation sociale, on remarque une baisse de l'activité civique et militante consécutive au changement de régime et une résurgence des protestations après 2010. 3. Au niveau des acteurs, un nouveau groupe de jeunes activistes, généralement bien éduqués, participe activement aux protestations. Concernant le premier point, il faut souligner l'écart entre les attentes que le processus de démocratisation dans les pays de l'Est a suscité et ses réalisations. Même si les nouvelles formes de démocratie européenne ont toujours été scrutées, examinées, ou critiquées au regard du décalage avec leur modèle de référence, celui des démocraties libérales de l'Ouest, ce qu'exprime bien le paradigme de la transition, en tant que processus graduel inscrit dans une temporalité difficile à prévoir dans L'. Ensemble, les élites politiques européennes et les chercheurs ont été raisonnablement confiants dans la capacité des pays anciennement communistes à se convertir à la démocratie dans un avenir proche et de façon durable. Au fil du temps cependant, plus les pays concernés restaient dans une période de transition, sans que l'on perçoive la fin de cette étape, plus les analyses se sont focalisées sur le passé autocratique de ces pays et la difficulté à voir advenir une démocratie accomplie. Les développements politiques des dernières années des nouveaux pays membres de l'UE ont fortement stimulé ce type de discours, qui s'est développé, dans les médias, autour de l'idée de l'avènement de nouvelles formes d'autocratie en Europe. Les convictions démocratiques du gouvernement Orbán ont été ouvertement mises en doute par les médias depuis son installation en 2010. Mais ce sont les mesures prises par ce même gouvernement fin 2012-début 2013, après que le Parlement ait voté une loi menaçant la séparation des pouvoirs entre les sphères exécutives, législatives et judiciaires, qui ont provoqué de fortes critiques non seulement de la part des dirigeants européens, mais également d'une partie de l'opinion publique, qui ont dénoncé l'installation d'une dictature. Dans le cas de la Roumanie, la crise politique de l'été 2012 a aussi mobilisé l'UE, qui a dénoncé le reniement des valeurs européennes opéré par Băsescu. Des représentants de la Commission européenne et du Parlement européen ont ainsi fait part de leur inquiétude concernant les évolutions politiques non démocratiques du pays. Dans le domaine économique également, des doutes ont été formulés à propos de la capacité des deux pays à faire face aux exigences de la mondialisation, en particulier après la crise financière de 2008. Malgré le fait que le niveau de protestation dans les pays de l'Est est traditionnellement plus bas que dans les pays de l'Ouest,
Une hausse de la mobilisation suite à la crise économique de 2008 en Hongrie et en Roumanie, ainsi que dans nombre d'autres pays de la région a été constatée. Les pays de l'Est partagent des défis relativement similaires, qui font suite aux problèmes engendrés par le processus de démocratisation, et à la difficulté de répondre aux demandes des citoyens qui souhaitent que les institutions fonctionnent selon les normes des pays de l'Ouest. Dans ce contexte, la montée de l'esprit civique et de la culture de protestation depuis 2010 ne semble nullement être une coïncidence. La contemporanéité des protestations au sein des deux Europes, ainsi que les similitudes observées dans les formes d'organisation mises en œuvre, permettent d'évoquer un élan commun et de parler des mouvements des années 2010. Ce que nous avons pu observer dans le cas de la Hongrie et de la Roumanie, et qui caractérise globalement les mouvements de 2010 correspond à une tendance à l'individualisation de l'engagement, ainsi qu'à l'importance croissante de l'accumulation d'expériences. Il nous semble en ce sens que les vagues de protestation dans les deux pays et la création des réseaux militants ont suivi plusieurs étapes sur la période 2008 à 2015. Ces vagues de protestation que nous allons analyser dans ce travail correspondent à plusieurs égards à ce que Tarao a nommé des cycles de contention, notamment en ce qui concerne l'évolution des cadres et l'avantage que les challengers accumulent face aux États lorsque la dynamique de mobilisation est positive. Dans une telle configuration, le cycle de protestation a des effets positifs sur ces mêmes mobilisations. L'effet des interactions pendant la mobilisation sur le cycle de protestation, lorsqu'elle entraîne un changement des croyances ou l'acquisition de connaissances, a été souvent souligné. La création des réseaux militants peut également être comprise comme un résultat des protestations, comme l'a montré Della Porta, Effect of Eventful Protest, ou encore comme une conséquence souvent non intentionnelle de la mobilisation sociale, dans le sens de Giugni, Unintended Consequence of Social Movements. Si la Hongrie et la Roumanie sont des pays qui sont toujours considérés comme étant dans une période de changement de régime, l'état de la mobilisation sociale se situe aussi dans une phase intermédiaire. Ce travail a donc pour but d'étudier les réseaux militants constitués dans les deux pays entre 2008 et 2015, dans une période de post-transition, sans consolidation achevée. Nous allons argumenter que l'apparition, l'évolution et le maintien des réseaux militants est le résultat d'un processus d'accumulation de capital social. Ce concept a été identifié depuis longtemps à la fois comme une ressource importante facilitant la mobilisation des mouvements sociaux et comme un résultat significatif produit par les activités des mouvements sociaux. En attribuant une accumulation de capital social aux deux sociétés étudiées, ainsi qu'aux réseaux de militants respectifs, et en considérant que ce concept permet d'expliquer les phénomènes de mobilisation sociale, nous nous référons à Van Stekelenburg et Clandermans, qui estiment que le capital social est une variable clé dans l'analyse de l'enchâssement social, et par conséquent de la participation aux mouvements sociaux. En se basant sur les travaux de Napier et Gozal, les deux auteurs distinguent trois composantes du capital social. Une composante structurelle, proche de la conception de Putnam, une composante relationnelle, influencée notamment par Bourdieu et Lin, et une composante cognitive. Notre compréhension du capital social se distingue des interprétations concentrées sur un seul niveau d'analyse, soit macro, soit micro, ou sur un seul paradigme, comme dans la tradition de Bourdieu, Lin ou Putnam, pour privilégier des approches, de plus en plus nombreuses, qui attribuent au capital social des effets sur les deux niveaux, micro et macro. Une faiblesse du capital social structurel a été observée par nombre d'analystes dans les anciens pays communistes. Dans les deux pays, la première génération d'activistes post-communistes fait preuve d'une accumulation de capital social au niveau micro, l'accumulation de contacts en étant l'illustration. Dans cet ouvrage, nous voulons comprendre les processus qui aboutissent à cette augmentation de contacts, c'est-à-dire à l'élargissement de la population mobilisée. Pour cela, nous allons suivre la perspective proposée par Lin, même si ces études sont surtout concentrées sur les effets du capital social relationnel sur le marché de travail. Par capital social cognitif, nous entendons les résultats de l'interaction des activistes qui sont souvent désignés dans la littérature scientifique comme les dimensions symboliques des mouvements sociaux, ou encore les dimensions symboliques de l'action collective. Si le capital social structurel se développe au niveau macro,
grâce à une amélioration des conditions de coopération sociale, et si le capital social relationnel est le résultat d'un élargissement du cercle des contacts et d'une facilitation de la coopération au niveau personnel, micro, la spécificité du capital social cognitif se trouve dans le fait qu'il s'agit d'un phénomène de groupe, niveau méso. La création d'une identité collective et le partage de sentiments de solidarité sont rendus possibles par une coopération continue. Ce qui est commun aux trois aspects du capital social, c'est leur temporalité. Les analystes du capital social structurel, notamment Putnam, soulignent constamment qu'il s'agit d'un développement à long terme. La création, l'intensification et le maintien des liens sociaux et d'un réseau social sont des processus au long cours. L'identité collective, à son tour, se développe à fur et à mesure que les interactions sociales perdurent. Chapitre 1 : L'analyse des nouvelles vagues de protestation. Le changement de régime avait prévu peut-être de nouvelles conditions et règles plus favorables à la mobilisation sociale, mais les individus devaient prendre confiance en eux-mêmes et faire l'expérience du partage de leurs problèmes sociaux, d'abord avec d'autres personnes de confiance, ensuite dans la sphère publique, pour qu'une société civile digne de ce nom voie le jour. Les mesures d'austérité qui ont frappé la Roumanie fin 2011 ont suscité une première vague de protestations. La quantité et l'intensité des mécontentements ont surpris les activistes comme les observateurs, qui ne s'attendaient pas du tout à une mobilisation importante. La surprise a également été de mise à l'automne 2013, quand une autre vague de manifestations de rue a eu lieu. En Hongrie, la situation présente des caractéristiques globalement inverses, avec une société civile pré-démocratique assez forte, qui a connu une énorme baisse d'activité après le changement de régime. La mobilisation sociale est réapparue plus tard, après l'installation du régime de Viktor Orban, souvent décrit comme quasi-autoritaire. Nombre de réseaux militants sont réapparus depuis 2010 et ont été à l'initiative de manifestations impressionnantes. Ces vagues de protestation, en Roumanie et en Hongrie, traduisent l'émergence de nouvelles attentes politiques et sociales, encore diffuses, mais qui brisent le discours fataliste des années 1990, et qui redonnent aux individus la possibilité de devenir des acteurs de la vie publique, à la fois individuellement et collectivement. En ce sens, ces mouvements sociaux ont apporté avec eux la promesse d'espaces d'action, de solidarité et de confiance, à partir desquels ils tentent de reconstruire des liens sociaux, minés par des années d'apathie. Ces processus récents de socialisation et de protestation ont donné lieu à de nouvelles formes d'espaces de contestation, qui croisent plusieurs dimensions. Il s'agit pour nous de comprendre comment ces mobilisations émergent, se développent et contribuent, le cas échéant, à la production d'identités nouvelles. La question de l'articulation entre des parcours individuels et des formes d'action collective, tant dans le cadre de la formation d'une nouvelle identité collective que dans le processus de changement de régime dans son ensemble, se pose avec une acuité particulière. Inspiré par Van Stekelenburg et Klandermans, 2010, nous avons ainsi intégré une analyse en termes de capital social relationnel et de capital social cognitif au cadre de recherche. Ce faisant, l'évolution de la coopération entre les militants est devenue plus visible. Les réflexions sur l'identité collective, et sur les dynamiques d'enchâssement social, en particulier la création de liens durables par les participants pendant la mobilisation, sont partie prenante de cette perspective sur l'accumulation du capital social. Une telle approche est d'autant plus pertinente à propos de réseaux que nous avons qualifiés plus haut de mouvements d'expérience, ou encore de mouvements de 2010, dans lesquels l'expérience vécue et l'expérimentation occupent une place centrale, comme le dit Players. Pour enrichir notre analyse, nous avons voulu l'inscrire dans un cadre résolument comparatif. Nous étudions donc, dans ce volume, les conditions de mobilisation ainsi que le fonctionnement spécifique des réseaux d'activistes en Roumanie et en Hongrie, deux cas qui nous semblent illustrer les conditions de mobilisation sociale en Europe de l'Est. Cela nous permet à la fois de nous focaliser sur les détails ou les particularités de chaque réseau national et de les contraster l'un au regard de l'autre. 3 concepts de la recherche sur les mouvements sociaux. L'analyse des mouvements sociaux tend à devenir un sous-domaine multicentrique, bénéficiant d'une diversité d'angles analytiques.
Ce travail veut s'inscrire dans un dialogue stimulant sur l'usage des courants de pensée et paradigmes disponibles, en s'appuyant sur un large éventail de directions théoriques. Le point de départ est constitué par la reprise des 3 grandes écoles classiques anglo-américaines, de l'analyse des mouvements sociaux. Ces derniers peuvent être définis, comme le font Della Porta et Diani, comme des réseaux informels avec des idées communes et un sentiment de solidarité, qui mobilisent selon des questions controversées et qui utilisent souvent comme forme de manifestation la protestation. En suivant Neidhart, nous comprenons les mouvements sociaux non pas comme des organisations, mais comme des réseaux mobilisés des réseaux. Les structures d'opportunité. Les structures d'opportunité ont été principalement comprises, par la recherche sur les mouvements sociaux, comme des structures politiques, Political Opportunity Structure (POS). Elles désignent le degré selon lequel des groupes sont capables de gagner l'accès au pouvoir et d'influencer le système politique. L'idée centrale est que les mouvements agissent toujours dans un certain environnement sociétal, qui influence, positivement ou négativement, les possibilités d'action collective. La littérature leur accorde un pouvoir d'explication élevé dans l'émergence des mouvements sociaux, tandis que d'autres facteurs deviennent importants une fois le mouvement établi. Les variables constitutives des POS sont l'ouverture ou la fermeture relative des institutions politiques, l'instabilité ou la stabilité des alignements des élites, la présence ou l'absence d'alliés politiques, la capacité ou l'incapacité et la volonté ou la réticence de l'État à recourir à des moyens de répression. Du point de vue du mouvement social, ces éléments sont interprétés comme des codes de préférence, même s'il s'agit plutôt d'un continuum. Le concept de cause, les structures d'opportunité culturelle, qui décrit le climat culturel, intègre lui aussi 4 dimensions. La dramatisation d'une contradiction entre une valeur culturelle et des pratiques sociales, des motifs de mécontentement nouveaux, la mise en scène de la vulnérabilité ou de l'illégitimité d'un système, l'existence d'un cadre interprétatif global au sein duquel les plaintes et les demandes exprimées prennent sens. Il faut ajouter ici une autre composante influant les capacités de mobilisation des mouvements sociaux, qui est la valorisation sociale des activités politiques. Les concepts dédiés aux structures d'opportunité visent à mettre à disposition des outils pour l'analyse des conditions plutôt externes au mouvement, c'est-à-dire les configurations de l'environnement qui influent sur l'activité des mouvements. 2 autres concepts importants dans le domaine des recherches sur les mouvements sociaux concernent les mécanismes internes. Il s'agit du courant de la mobilisation des ressources et de l'analyse des cadres et de l'encadrement. La mobilisation des ressources. L'approche par la mobilisation des ressources, ressources-mobilisation, valorise la composante rationnelle des mouvements sociaux et ainsi, le rôle des entrepreneurs de mobilisation et des organisations. Pour être capable d'agir stratégiquement, un mouvement doit, premièrement, disposer de ressources nécessaires. La ressource la plus importante provient des activistes et du temps qu'ils accordent au mouvement. Rourt et Neidhart distinguent 4 sphères d'implication: les sympathisants et les supporters, qui font partie de l'environnement du mouvement et qui ont une attitude positive envers le mouvement, et les activistes et les participants, qui ont une importance constitutive pour le mouvement. Par ailleurs, on distingue généralement les ressources matérielles, l'argent, les ressources technologiques, l'accès aux informations privilégiées, et les ressources immatérielles, les ressources humaines, l'autorité et la réputation ainsi que le répertoire stratégique et le répertoire de protestation. Les mouvements accumulent des ressources au travers de structures de mobilisation, c'est-à-dire des moyens collectifs, par lesquels les gens sont mobilisés et par lesquels ils participent aux actions collectives. La participation aux activités d'un mouvement se déroule en 4 étapes. Il faut 1. Trouver un sympathisant, 2. Qui doit être contacté par le mouvement, 3. Doit être motivé pour participer, 4. Et participer. Dans ce processus, le mouvement offre des stimuli collectifs et sélectifs. L'analyse de cadre et l'encadrement. Ce concept souligne l'importance de l'attribution de sens comme base de l'acte social. Dans le cas de l'analyse de la mobilisation sociale, on considère à la suite des travaux de Snow et Benford que les mouvements sociaux agissent en tant que porteurs de croyances.
Cette perspective est notamment inspirée par l'interactionnisme symbolique, en particulier par la sociologie d'Erving Goffman. Selon ce dernier, les cadres, frames, désignent des schémas d'interprétation et de signification, qui permettent à celui qui les utilise, la localisation, la perception, l'identification et la dénomination du nombre apparemment illimité d'événements concrets qui sont définis au sens de cadre. La recherche sur les mouvements sociaux distingue 3 sous-types de cadres subframes. Les cadres diagnostiques, diagnostic frames, qui fournissent notamment une définition du mal en dénonçant certaines situations et ceux qui en sont responsables de manière à légitimer la protestation. Les cadres d'identité, identity frames, qui créent un sentiment d'appartenance à une communauté, ce qui différencie un nous de n'importe quel vous. Et les cadres de pronostic, prognostic frames, qui déterminent les tactiques, les stratégies et les buts d'un mouvement et qui ont pour fonction d'encourager les membres à s'engager. La construction d'une identité collective est souvent considérée, par exemple par TI, comme la plus importante tâche interne des mouvements sociaux. Nous parlons de l'encadrement, framing, pour souligner le fait que les cadres sont des produits de l'activité des individus. Les mouvements sociaux construisent ces cadres pour favoriser la mobilisation, mais ils doivent prêter attention au fait que ces derniers soient bien orientés vers le groupe ciblé pour la mobilisation. 5 aspects du processus d'encadrement doivent être soulignés ici. Le fond culturel, qui fonctionne comme une boîte à outils pour la construction du cadre. L'effort stratégique de l'encadrement des mouvements sociaux. La compétition entre des mouvements sociaux et d'autres acteurs collectifs pour la domination et la manipulation des cadres. Le rôle des médias et les résultats de la modification éventuelle de la boîte à outils culturelle à disposition des mouvements sociaux. Il faut souligner que la modification de la boîte à outils est généralement graduelle et qu'elle prend du temps. La dynamique entre les approches et les interdépendances de leurs éléments. Nous ne voulons pas utiliser les 3 concepts en question de manière isolée, mais plutôt en interdépendance. Déjà les causes et les POS ne sont souvent distingués que de façon analytique. Le premier met en valeur des aspects symboliques, tandis que l'autre fait ressortir des aspects matériels. En effet, un mouvement n'agit pas le plus souvent sur la base de structures d'opportunités objectives, mais plutôt sur la base d'une situation perçue. Le couple facilitation-répression décrit les coûts estimés pour les actions collectives du mouvement, tandis que le couple opportunité-contrainte décrit le développement attendu en dehors du mouvement. Les POS doivent être encadrés, ce qui signifie que ce n'est pas uniquement l'existence des structures qui est en jeu, mais leur utilisation. Ce travail se fait au travers des cadres de pronostic. En revanche, les POS influencent les efforts d'encadrement. De la même manière, les causes doivent être encadrées. Autrement dit, les causes déterminent les possibilités d'encadrement du mouvement. Par ailleurs, les structures de mobilisation sont fortement influencées par l'encadrement, surtout par le cadre d'identité, car seuls les individus qui sont devenus des sympathisants du mouvement grâce à l'encadrement sont mobilisables. Symétriquement, la capacité de l'encadrement est profondément déterminée par les ressources existantes et son succès est dépendant des structures de mobilisation. La mobilisation des ressources, de son côté, est influencée par la cause de telle façon qu'elle facilite ou pas l'accès aux canaux de mobilisation en dehors du mouvement. Enfin, les POS agissent sur les canaux de mobilisation qui appartiennent au mouvement, tandis que ces derniers influencent les POS par les demandes de réceptivité. Même si les réseaux sont souvent analysés à travers leur rôle en tant que structure de mobilisation, il semble qu'ils créent également des opportunités. Enfin, comprendre les mouvements sociaux seulement d'une façon statique réduirait le foyer d'analyse. Ils doivent être appréhendés dans une interaction continue avec l'environnement. Le graphique suivant résume cette approche dynamique. Graphique 1. L'interdépendance des approches sur les mouvements sociaux. Le capital social, à la base des réseaux d'activistes. Comme indiqué plus haut, le capital social comporte 3 composantes. Si les aspects du capital social structurel décrivent les conditions pour la coopération au niveau macro, sui generis, ce qui ne dépend pas forcément des individus, les 2 autres composantes, à savoir le capital social relationnel et le capital social cognitif sont le résultat de l'action de ces derniers, dans notre cas,
des militants qui se trouvent à la base des réseaux d'activistes. Le capital social structurel. Quand nous parlons de capital social structurel, nous nous référons notamment aux travaux de Putnam. Selon lui, le capital social nous rend plus intelligents, plus sains, plus riches et plus capables de gouverner une démocratie juste et stable. Cette approche met l'accent non pas sur des organisations ou des valeurs, ni sur le positionnement des individus dans la société, mais plus simplement sur la participation en général. Dans le cadre d'activités participatives communes, des individus sui generis génèrent de la confiance, élément clé pour le bon fonctionnement de la démocratie selon Putnam. Étant donné que notre recherche ne porte pas uniquement sur le fonctionnement de la démocratie, mais plutôt sur la capacité de contestation d'une société et la propension des citoyens à la mobilisation, l'intérêt de la conception du capital social de Putnam est qu'il permet de contourner le problème de l'action collective, tel qu'introduit dans le débat en sciences sociales par Mancur Olson. La coopération sociale semble donc possible uniquement dans des sociétés possédant déjà des provisions de capital social. Par réseau, Putnam comprend différents types de regroupements collectifs, qu'il s'agisse d'associations de quartier, de clubs de sport. Les clubs de bowling sont importants pour Putnam comme l'indique le titre de son livre Bowling Alone. Il indique que ces associations sont la forme essentielle du capital social. Plus ces réseaux sont denses dans une communauté, plus il est probable que les citoyens seront en mesure de coopérer pour un bénéfice mutuel. En effet, ils augmentent les coûts de la non-coopération, ils cultivent les normes de la réciprocité sociale, ils encouragent la communication et subséquemment, ils élèvent l'interdépendance des individus au travers de flux d'informations, et finalement, ils mettent à disposition des modèles pour de futures coopérations. Plus précisément, Putnam distingue analytiquement deux types de réseaux sociaux en fonction des critères d'homogénéité de leurs parties constitutives. Des réseaux horizontaux, rassemblant des gens de statut similaire, et des réseaux verticaux caractérisés par des conditions de rassemblement asymétriques et par des liens hiérarchiques et de dépendance entre individus. Le premier type de réseau permet surtout le développement de la confiance par l'interaction directe entre les participants. Je te fais confiance, je lui fais confiance, ce qui m'assure qu'elle peut te faire confiance. À cet égard, l'argumentation de Putnam semble convaincante en ce qui concerne la corrélation positive entre l'association. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.